Bienvenue sur ce plateau spécial sur votre chaîne préférée, Gabon 24. Chaque année, en février, le monde célèbre le mois de l'histoire des Noirs. En anglais, le Black History Month. L'histoire a commencé en 1915, un demi-siècle après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis par le 13e amendement. Désormais, il s'agit d'une commémoration de l'histoire de la diaspora africaine, également une célébration de la libération. Et alors que le Gabon vit sa propre libération, nous souhaitons faire un balayage rétrospectif et revenir sur l'histoire internationale de cet événement, tout en contextualisant cette célébration ici, justement, au Gabon. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le docteur Samson Akieme, enseignant-chercheur en civilisation américaine à l'université Omar Bongo. Bonjour, docteur. Bonjour. Et avec lui, je reçois le prophète Béni Gwambina, professeur agrégé en littérature et civilisation du monde anglo-saxon. Bonjour, prophète. Bonjour. D'accord. Est-ce qu'on pourrait aller avec vous, docteur Samson Akieme, sur les origines, de façon ramassée, sans être en profondeur, du Black History Month? C'est quoi le Black History Month pour les personnes qui nous regardent? Merci, cher monsieur, de me donner la parole. Il faut dire que le Black History Month est une célébration qui part d'un constat. Le constat qui a été fait par le professeur Carter G. Woodson, qui avait constaté que l'apport des Noirs américains dans la construction de l'Amérique avait été complètement ignoré. Et donc, le Black History Month est là pour éclairer non seulement les Noirs américains de ce que l'apport, la construction de l'Amérique par les Noirs américains, mais aussi par les Américains d'autres communautés. Donc, c'est un événement qui est une prise de conscience de l'apport des Noirs américains dans la construction des États-Unis. Et il faut dire également que cet événement constitue un socle important pour la désinvibilisation des Noirs américains. Parce que depuis la fin de l'esclavage, les Noirs américains ont toujours vécu dans une situation invisible, en marge de la société. Alors que depuis les premières arrivées des Noirs en 1620, les Noirs ont été impliqués dans la construction des États-Unis, la construction économique, la construction politique à tous les niveaux. Mais malheureusement, cette contribution a toujours été ignorée. D'où la prise de conscience par le professeur Woodson, autant pour moi, d'instituer cette journée qui va mettre à jour la contribution des Noirs américains pour la construction des États-Unis. D'accord. Et prophète Béni Gwambina, on se rend compte que ce n'est plus juste une histoire des Noirs américains, mais que même aux États-Unis, les présidents, il y en a eu un seul Noir, mais quasiment tous les présidents ont déclaré officiellement le mois de février comme étant le mois de la célébration de la culture noire. Comment on peut expliquer ça? Oui, mais il faut comprendre que dès l'origine même, comme il disait, Carter Woodson avait constaté, parce qu'il est quand même un érudit, formé à Harvard, et qui avait constaté que l'œuvre des Noirs n'était pas mise en exergue. Il a même lui-même été exclu d'ailleurs de l'association des historiens américains, qui était majoritairement blanc, composé de blancs, et pour créer son association, son centre d'études de la vie et de l'histoire des Noirs. D'accord. Il a créé un journal d'ailleurs pour, n'est-ce pas, faire des publications par rapport à ça. Et maintenant, quand il vient créer en 1926, il vient créer la Negro, la Negro History Month, qui devient Black History Month après. C'est en février qu'il crée ça pour que cela corresponde au 1er février, qui est la date de signature du 13e amendement. D'accord. Et puis le mois aussi qui correspond à l'anniversaire de Frédéric Douglass, qui avait demandé à Abraham Lincoln de faire voter les Noirs. Et étant donné aussi que c'est le 1er février 1865, c'est-à-dire au sortir de la guerre de sécession, que va être, n'est-ce pas, signé le 13e amendement qui abolit l'esclavage. D'accord. Donc, c'est en février. Et là, lui aussi, il vient faire correspondre la création de son mouvement à cette date-là pour les commémorer, d'où le mois de février qui a commencé d'ailleurs par une semaine, ce n'était pas le mois. D'accord. Ça devient le mois en 1970, parce que c'est en février également, 1969, que les étudiants de Kent State University
Les étudiants proposent que ce soit célébré pendant tout un mois, et c'est pour cela qu'en 70, du 28 février, je crois, du 28 janvier, n'est-ce pas, au 28 février, cela a été célébré pour marquer, n'est-ce pas, l'œuvre des Noirs aux États-Unis. Mais quand je vous écoute, ça fait beaucoup de temps qu'on prend pour la communauté noire. Est-ce que ce ne serait pas un peu discriminatoire par rapport aux autres? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas que des Blancs et des Noirs, il y a aussi des Indiens, il y a des Chinois, il y a tellement d'autres communautés. Comment on peut expliquer qu'un mois entier soit dédié à la célébration de la culture noire, Dr Samson? Non, mais il faut comprendre que la présence des Noirs américains, qui date depuis 1619-1620, est consubstantielle à la construction des États-Unis. D'accord. Les Mexicains, non, les Chicanos, les Latinos n'ont jamais participé, vous voyez, à la construction des États-Unis. Comme les Noirs l'ont fait. Comme les Noirs l'ont fait. Donc, mais les Noirs sont victimes d'un racisme qui veut, n'est-ce pas, on les a rendus invisibles, on va dire. Invisibles, les invisibiliser. D'où cette prise de conscience. Je vous dis par exemple que Chicago a été créé par un Noir. La ville de Chicago. La ville de Chicago a été créée par un Noir. C'est bizarre que c'est de là que vient le premier américain, le premier président américain. Jean-Baptiste Point du Sable, qu'on dit en anglais. Jean-Baptiste Doucebourg. Ça fait bizarre. Doucebourg, qui a construit, vous voyez, cette ville. Or, celle-là n'est pas enseignée. Vous voyez, quand on vous coupe de vos réalités, qu'est-ce qui vous rend fier? C'est votre passé, le passé de vos ancêtres. Donc, les Noirs américains ont construit ce pays-là, n'est-ce pas? Et ce qui fait que la méconnaissance, la négligence, le rejet, Seigneur, de cet héritage fait que, n'est-ce pas, les intellectuels comme Woodson, essaient un peu de recadrer les choses. Donc on ne peut pas dire que pourquoi ça intéresse plus les Noirs que les autres sont arrivés après. Les Chinois, les Asiatiques sont arrivés après ou à la fin du 19e siècle. Les Mexicains ont toujours été là, mais ils n'ont jamais été impliqués dans la construction des États-Unis. Vous voyez, vous connaissez le rôle économique des Noirs. Voilà. Donc ce sont des choses qu'on doit restituer dans leur contexte. D'accord. Prophète Bénigouambina, toujours pour insister sur la question, parce qu'il y a des gens qui nous regardent qui peuvent se dire que ça fait un peu égo. Il y a comme une dimension égocentrique là-dedans. Est-ce que les Noirs, comment on les a invisibilisés, si je peux poser la question comme ça? C'est-à-dire, lorsqu'on dit les a invisibilisés, on dit ils ont participé. Ok, Chicago a été construit par des Noirs, mais est-ce qu'ils ont participé à l'avancée scientifique, à l'avancée militaire, à l'avancée... C'est justement ça. En fait, le Black History, le Negro History Month, History Month, comme on peut le dire. En fait, ça vient ressortir ce que vaut le noir, les valeurs du noir. Parce que, vous savez, un esclave n'a pas de droit. En effet. Un esclave n'a pas de droit. Un esclave, quoi qu'il fasse, on ne peut jamais le mettre... C'est mis au crédit de son maître. Et Woodson, dans sa vision, c'est de faire en sorte que ce que le noir fait doit être vu. Parce que le noir, même s'il était mieux que le blanc, sur certains aspects, on ne montrait pas ce que le noir était capable de faire. Mais on montrait toujours que c'est le blanc qui était le meilleur. Vous voyez, il y a des inventions. On a des inventions qui sont d'ailleurs récentes, comme les feux tricolores. C'est les Noirs qui ont créé. L'avancée même des appareils, des opérations, de la chirurgie cardiovasculaire, c'est des Noirs. Vous voyez, les Noirs ont contribué beaucoup. Il y a plein d'inventions des Noirs, mais qu'on n'a jamais valorisées. Est-ce que vous pensez qu'on pourra ramener ça? Est-ce qu'il y a sûrement des inventions qui ont été perdues? Est-ce qu'on pourra finir par récupérer ces inventions, ces découvertes que les Noirs ont? On les récupère, on ne peut plus les récupérer, ce sont des faits. Mais on ne peut pas non plus parler de discrimination dès lors que les Noirs ont fait ont juste mené des actions qui leur permettaient d'être visibles. Vous voyez, c'est pas que il y a d'autres communautés, pourquoi il n'y a que les Noirs? Non, les Noirs ont vu, ont pensé, il le disait tantôt, depuis 1620, que les Noirs sont traités, mais la plupart des esclaves, c'était qui? Au départ, les futurs esclavagistes ont d'abord utilisé les Indiens comme esclaves, mais ça n'a pas marché. Ils étaient plus faibles. C'est quand la reine Isabella d'Espagne remarque qu'en Afrique, il y a des gens qui font des grandes plantations, parce que l'esclavage ne commence pas parce que les gens, on veut juste des esclaves, mais ils ont commencé à faire avec les Chicanos qui sont en Amérique, mais ça n'a pas marché. Mais ils remarquent, ils voient qu'il y a un continent où il y a des hommes braves, forts, qui ont des grandes plantations d'ananas, des grandes plantations de ceci. Nous pensons que si nous prenons ces gens-là
ils peuvent être utiles dans nos plantations en Amérique. C'est comme ça qu'ils se tournent vers l'Afrique pour commencer. D'ailleurs, ce que j'appelle le commerce triangulaire, c'est le début de la mondialisation. La mondialisation. D'accord. Le commerce Faites un lien entre les deux. Voilà. C'est là où ça commence. Oui. Et le commerce de la traite des Noirs, ça commence en Europe, ça vient en Afrique, ça va en Amérique, et le triangle se fait. C'est là le début de la mondialisation. Et ça, les Noirs étaient en grande partie ceux qui travaillaient dans les champs, qui faisaient tout, qui faisaient l'économie de l'Amérique. Et qui, par la suite, je vous prends le cas de Woodson, qui crée le Black History Month, son père et sa mère sont des esclaves. Oui. D'accord. Son père et sa mère sont des esclaves. Et lui, il parvient à se former à Harvard. Il est diplômé en histoire. Il intègre l'association des historiens et il est balayé parce qu'il est noir. Alors, il crée sa structure pour valoriser, n'est-ce pas, les œuvres des Noirs, ce que les Noirs font sur le plan scientifique. En fait, c'est un centre culturel pour valoriser les actes, les œuvres menées par les communautés black. D'accord. Docteur Samson, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que cette invisibilisation, il faut la comprendre dans une approche sémantique. C'est-à-dire tous les terminaisons, les mots qui ont été utilisés pour caractériser le noir. Parce que si vous voyez l'évolution, avec la fin de la guerre des sécessions, au sortir des plantations, le noir va être appelé negro. Voilà. Quelque temps après, à la rentrée du 19e, le 20e siècle, il devient ce qu'on appelle black. Et aujourd'hui, on est African American. C'est voir un peu ce n'est pas des choses anodines. Il faut aller comprendre ce que le white supremacy veut atteindre. On est toujours dans le white supremacy, vous pensez? Ah, mais oui. La suprématie blanche, oui. La suprématie blanche, voilà. La suprématie blanche, en effet, en français, voilà. oui. Donc, le Negro, c'est quoi? Negro, c'est pour cela que même le Black History Month va partir de Black Negro Week à Black History Month. Parce que le Negro, voilà, ça renvoie à l'expérience et des plantations, l'esclavage. Or, le noir ne se reconnaît plus. C'était un héritage dont il est fier, mais il n'est plus Negro. Donc des Négros, dans les années 70, on a célébré Black. Et j'aime bien la chanson de James Brown dans les années, je crois, 70. Il disait Shout it aloud, I'm proud, I'm black and proud. Okay? Donc il faut célébrer la couleur noire. Vous voyez, célébrer la couleur noire. Oh, c'est ça notre nature. D'accord. Malgré ce que le racisme de l'Amérique veut nous faire penser, mais nous sommes des Noirs et nous en sommes fiers. Et de là, nous sommes, à l'heure actuelle, parce que la couleur noire n'est pas l'apanage de l'Afrique. On a aussi les Africains américains. En effet. Voilà. Donc, il faut comprendre. Il y a des Noirs aussi en Asie, d'ailleurs. Il y a les Noirs en Asie. Les Indiens sont parfois plus blacks que nous. En effet. Donc, il faut voir vraiment les luttes que ce peuple mène pour être visible et pour exister comme faisant partie de l'Amérique. D'accord. Prophète Béni Gwambina, pour chuter avec les États-Unis, avant qu'on aille un peu plus loin dans le monde, on parle souvent de l'égalité des races aux États-Unis. On sait qu'ils ont eu un président noir, Barack Obama, en 2008, qui venait justement de la ville de Chicago dont vous parliez. C'est certainement symbolique. Mais est-ce que vous pensez qu'on a atteint cette égalité, c'est-à-dire la lutte des Noirs? On parle de la Black History Month, célébration de la culture noire pour les rendre visibles. Mais est-ce que là, en 2025, plus de 100 ans donc après l'instauration de cette journée, les Noirs ont atteint leur objectif? En tout cas, le monde il est évolutif. On ne peut pas parler d'atteindre les objectifs. On peut dire oui d'un côté et que de l'autre côté, on peut dire que l'évolution continue. D'accord. La liberté du noir n'est due qu'à sa force. Le noir a été conscient du fait que s'il ne se bat pas, il n'aura ni la liberté, ni l'intégration nationale, ni sociale aux États-Unis. C'est pour cela que les Noirs ont passé le temps. Il y a des organisations qui sont nées il y a très très longtemps, NAACP, pour faire avancer la cause des personnes de couleur. De l'Association nationale pour l'avancée des personnes de couleur. Alors, pourquoi? Mais parce qu'il fallait à tout prix montrer à l'ancien maître d'esclaves que nous sommes des êtres humains dotés de capacités, d'intelligence, qu'on pouvait faire les mêmes universités, qu'on pouvait être aussi des ingénieurs. Parce qu'au départ, le nègre ou les descendants des nègres n'avaient pas droit à certains emplois. Ils devaient... Parce que même dans l'évolution, vous allez voir que dans un passé récent avec Martin Luther King, il y a eu ce qu'on a appelé l'affirmative action.
n'est-ce pas? C'est-à-dire la ségrégation positive. C'est-à-dire qu'il fallait quand même que dans des entreprises, il fallait réserver un certain nombre de places aux Noirs. Pareil pour les Indiens aussi. Voilà, si on laissait ça, bon, toute l'entreprise n'allait être composée que de Blancs. Mais justement, le président Trump, qui est actuellement au pouvoir, dit justement qu'il faudrait supprimer toutes ces politiques affirmative action parce que ça met justement en avant une forme de discrimination. Oui. Qu'en pensez-vous? On se rend compte, effectivement, le président Donald Trump a raison. Pourquoi? Parce que si nous voulons être dans une nation qui est une et indivisible, on ne doit plus tenir compte des Noirs et des Blancs. Il faut qu'on parle de l'Amérique. Donc, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, mais s'il est performant, alors on regarde la performance. Parce que ça aussi, ça a été un problème avant. Quand on a dit affirmative action, c'était juste un départ, hein, parce que c'était tellement fort et dur que c'était un moyen, n'est-ce pas, avec la révision d'un certain nombre d'amendements pour permettre aux Noirs d'accéder, parce que c'était à une époque où ils n'y arrivaient pas. Oui, droit de voter, alors que ce sont des choses que Frédéric Douglass a demandé depuis longtemps à Abraham Lincoln de laisser les Noirs voter, mais jusque-là, les Noirs ne pouvaient pas participer au vote. Et là, il fallait qu'il y ait un processus qui amène les Noirs à participer, à être des Américains complets. Voilà, en gros... D'accord. Docteur Samson, on sait que les États-Unis ne sont plus les seuls à célébrer le Black History Month. Au niveau mondial, on a le Canada, on a l'Allemagne aussi. L'Allemagne, on a le Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'on peut dire de la résonance hors de l'Afrique d'abord de cette célébration? Non, mais il faut dire qu'il pose des problèmes de fond, c'est-à-dire c'est les problèmes de patrimoine. Vous voyez ça, une dimension patrimoniale. Ça pose des problèmes d'héritage. D'accord. Ça pose un problème de qui je suis. Parce que je vais vous lire en anglais, même si on est dans un pays francophone, vous me permettez. Parce que Woodson lui-même, il dit, those who have no record of what their forebears have accomplished lose the inspiration which comes from the teaching of biography. Donc, si vous perdez, n'est-ce pas, ce que vos ancêtres ont fait, vous n'avez pas d'avenir, vous comprenez? Donc ce n'est pas un problème typiquement aux Africains américains. Mais en Allemagne, c'est un pays, quand on parle de Black History Month, on est surpris parce qu'on connaît saxon, et on connaît l'histoire de l'Allemagne avec Hitler et compagnie. Comment est-ce qu'on fait le lien avec l'histoire de la communauté noire? Non, mais il faut comprendre que les Noirs, les Noirs ont eu des relations avec la nation allemande. D'accord. OK. Je vous ai parlé de Chicago. Il y a eu des frottements, il y a eu des contacts, et ces contacts-là avaient permis à ce que beaucoup de Noirs américains sont installés, n'est-ce pas, en Allemagne, et qui, n'est-ce pas, ayant fui par exemple la discrimination, ont préféré s'installer en Allemagne et propagent cette idée qui est un universalisme. Parce que quand on parle d'héritage, quand on parle de patrimoine, on parle là de l'histoire de la culture, de l'identité. Elle n'est pas quelque chose qui est sui generis, n'est-ce pas, aux Noirs américains. C'est tous les peuples, vous voyez. C'est-à-dire que c'est un combat, c'est une célébration dans laquelle les Allemands se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Et un pays comme l'Allemand a tout intérêt au regard de l'inventaire du passé que nous connaissons. Prophète Bini Gambina, vous qui êtes expert justement en civilisation du monde anglo-saxon, on parle d'Allemagne, on parle d'Angleterre. Eux aussi ont pratiqué l'esclavage. Oui. On a les Caraïbes, avec... Mais justement, c'est la même histoire en fait. Mais vous allez remarquer qu'en Allemagne, la reconstruction de l'Allemagne après la Deuxième Guerre, beaucoup, déjà ça part des soldats américains qui viennent, n'est-ce pas, au débarquement, Normandie et tout, et puis par la suite, plusieurs soldats noirs américains créent des familles en Allemagne, en Europe, un peu partout. Et les communautés noires, que ce soit des Antilles anglophones aux Antilles françaises, n'est-ce pas, sont composées des anciens esclaves, des descendants d'esclaves. Et c'est pour cela que eux, avec un rapport avec l'Afrique, parce que pour eux, ils disent qu'en Afrique, c'est en octobre que c'est le mois de la réconciliation en Afrique, et c'est pour cela que le Black History Month est plus célébré, pas en février, en Europe, mais en octobre. Vous voyez ils ont créé leur calendrier. Donc, vous voyez qu'ils ont un lien parce que pour eux, en Afrique, c'est le mois de la réconciliation des familles, des communautés. Donc, eux aussi, ils célèbrent cela parce que quand les gens reviennent de la rentrée, des vacances, ils se retrouvent et ils célèbrent le Black History Month. Et vous verrez également que dans la lancée de la liberté, n'est-ce pas, nous avons des villes comme Washington, D.C. Washington, D.C.,
qui est communément appelée la ville noire. Mais elle n'a pas été noire parce qu'on a décidé que ce soit une ville noire. Mais elle a été noire parce que la plupart des Noirs qui fuyaient leur maître venaient habiter à Washington, à côté du président Lincoln, qui était favorable à l'abolition de l'esclavage. Donc, quand vous accédiez à Washington, D.C., vous étiez sûr de ne plus être recherché ou d'être livré, parce que les États du Sud demandaient aux États du Nord de livrer les esclaves qui étaient en fuite. D'ailleurs, la guerre de sécession, en effet, la grande raison, c'était l'esclavage. Voilà, l'esclavage. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas que l'insoumission du Sud, mais c'était en grande partie lié à l'esclavage. Et si on a touché un peu l'Afrique, pour aller en Afrique, parce qu'on parle de l'Europe, ces nations avaient des colonies. Oui. Ils sont venus en Afrique et forcément, il y a eu des échanges. Il y a eu des Noirs depuis le temps justement de l'esclavage qui ont été là-bas. On a des cas comme en France, Alexandre Dumas, qui était descendant d'un esclave, d'une femme esclave, je pense. Et on a d'autres personnes comme ça qui ont marqué. Il y a même eu un président, il n'a pas mis du temps, je crois 24 heures ou 48 heures, un président noir en France, hein, un ancien sénateur antillais, qui, lorsqu'il y a eu vacances de pouvoir, n'est-ce pas, en 68, je crois bien, avant que De Gaulle, pendant que De Gaulle était absent, il a été président de la France, un noir. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas parce que c'était noir, mais je pense que si ça aurait été un blanc, on en parlerait en effet. De plus en plus. Donc, vous voyez, il y a eu cette sorte de, comme je disais, la mondialisation a commencé par la circulation, n'est-ce pas, dans le cadre du commerce triangulaire. Et ce qui fait que les fortes communautés noires du monde qui ont la même histoire, au Canada, aux États-Unis, en Europe, célèbrent la Black History Month. Et c'est un mois d'histoire. En fait, c'est culturel, c'est anthropologique, n'est-ce pas? Et ça partage des valeurs pour permettre aux Noirs. Et ça nous sert même en Afrique. Absolument. Parce que même nous qui sommes Africains vivant en Afrique, c'est une leçon pour nous. C'est un enseignement pour nous de comprendre que nous avons une histoire, même dans le cadre de nos coutumes, nous avons une histoire à relater à nos enfants. En effet, docteur Akimé, par rapport justement au lien entre les anciennes colonies, on va dire, et l'Afrique, est-ce qu'on peut parler d'un héritage? Est-ce que l'Afrique peut avoir un héritage sur le sol européen ou occidental? Effectivement, je peux vous dire que tous les Africains qui habitent l'Europe aujourd'hui ne se reconnaissent pas comme Africains, ce sont les Euro-Africains. Donc ça veut dire qu'il y a une revendication identitaire de leurs parents qui sont venus de la première, la quatrième génération. Donc il y a ce brassage-là dont il faut tenir compte, et que ce soit en Europe, parce que la diaspora africaine, elle est en Europe, elle est partout dans le monde. Elle est partout, en et effet. Là où il y a les Noirs, ce qui est vraiment réjouissant, c'est qu'il y a cette réclamation, il y a cette revendication, n'est-ce pas, de la culture noire. Et ça ne fait qu'accréditer, n'est-ce pas, l'événement qui se fait non seulement, qui se célèbre non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Parce qu'elle touche l'homme au cœur de ce qu'il est. Parce qu'on ne peut pas envisager se projeter dans le futur si on ne connaît pas son passé. Et Woodson l'a dit très bien. Donc tous les peuples de la diaspora africaine, je me réjouis parce que quand je vais en France, ceux qui sont nés là-bas, ils se considèrent comme des Euro-Africains. Ils savent d'où ils viennent. Ils savent d'où ils viennent. Donc il y a cette réclamation, il y a cette revendication, il y a, voilà, comme disait James Brown, say it loud, OK? Yeah. I'm black and proud. Prophète Bidingwa-Bina, vous pensez que le pardon est, comment dire, c'est-à-dire, parce que lorsqu'on parle des relations entre le continent et l'Europe, tout ce qui s'est passé avec l'esclavage, on est en 2025 aujourd'hui, est-ce que c'est une page qu'on peut tourner? Est-ce qu'il y a toujours un ressentiment par rapport au commerce triangulaire dont vous parliez tout à l'heure? Le problème que nous avons dans ce qu'on peut appeler les réparations, c'est que nous avons... Macron qui est allé au Rwanda, qui a parlé de réparations, mais etc. Le problème qui est là, c'est que nous avons nous-mêmes participé à ce trait des Noirs. D'accord. C'est là où il y a problème. C'est-à-dire qu'il y a eu un corrupteur et un corrompu. Nous avons contribué, parce que c'est nous qui avons attrapé nous-mêmes nos frères de force contre une bouteille de whisky, un pain ou un kilo de sel. On a attrapé ceux qui étaient les plus forts, les plus vaillants, pour les jeter dans les bateaux. Pendant que le noir lui-même était là, il regardait. Vous voyez, donc c'est quand même une réparation qui est à la fois, qui doit être faite, mais un mea culpa
nous-mêmes, c'est-à-dire au nom de nos ancêtres qu'il a... Parce que moi, je dis souvent... Vous pensez que des gens devraient ici en Afrique aussi se sentir un peu coupables d'avoir... Au nom de nos ancêtres, demander pardon à Dieu d'avoir vendu les nôtres en esclavage. Or, nous, on oublie souvent cet aspect-là, on ne voit que le côté européen. D'accord. Donc nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Donc nous allons revenir après une courte pause pour la deuxième partie où nous allons aborder bien sûr un peu plus en profondeur le Black History Month ici en Afrique et au Gabon en particulier. Restez avec nous. Nous sommes toujours dans le cadre de ce plateau spécial consacré au Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs. Et nous allons maintenant parler de l'impact, on va dire, de cette célébration en Afrique et au Gabon en particulier. On va commencer avec vous, prophète Béni Ngouambina. Merci de toujours être avec nous. Est-ce qu'on peut associer les mouvements d'indépendance en Afrique à la lutte pour les droits de Noirs comme aux États-Unis? Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux dans les années 60-50 en Afrique? Oui, vous voyez que dans la lutte contre la colonisation, nous pouvons bien voir que les lutteurs, on peut avoir au Gabon, on avait les Wongo, on avait les Bombay à Nyangé, on a eu Nyanga, et ainsi de suite. Alors, ceux-là étaient sérieux dans la lutte. Ils voulaient vraiment l'indépendance. Et la classe qui est venue après eux, qui était en même temps la classe politique ou politicienne, a joué, n'est-ce pas, au double jeu. Ça veut dire que cette classe a accepté d'avoir l'indépendance de nom, mais pas de fait. D'accord. Vous voyez, parce que l'indépendance de fait voulait qu'on soit indépendant sur tous les points, politiques, économiques. Or, à un moment donné, on a bien vu que à partir des années 60, pour être président, il fallait que ce soit l'Europe qui vous adoube, qui valide. Et ça, ce n'est pas l'indépendance. L'indépendance, c'est quand c'est le peuple qui te choisit. Or, qu'est-ce qu'on a vécu au Gabon? On a vécu au Gabon depuis les années 60 que c'est toujours la France qui dirigeait. Vous avez bien vu les élections qui avaient lieu. Voilà, Jean-Hilaire Obama gagne la majorité à la Chambre des représentants. Et puis, voilà, par les combinaisons avec la France, il se retrouve minoritaire et Léon Baké a été battu, ainsi de suite. Vous voyez que ces manipulations-là, la triche aux élections, les manipulations, ne datent pas de maintenant, ça date de depuis. Toujours. Est-ce que cette lutte-là est toujours d'actualité? On a l'impression qu'il y a toujours une main mise, une main noire qui continue à vouloir un peu contrôler. Docteur Akieme, là on est chez nous ici, là on n'est plus aux États-Unis. Est-ce que l'homme noir a toujours ce problème-là de s'affirmer par rapport à une oppression, on va dire, externe? Mais oui, il faut comprendre que dans la vie des êtres humains, il n'y a pas de décret. C'est-à-dire l'humanité a eu une évolution qui s'accompagne, qui tient à l'environnement dans lequel, l'environnement culturel. J'avoue qu'après presque 50 ans, d'une certaine façon de voir la vie, il est difficile pour un Gabonais. C'est vrai, la volonté est là de se démarquer, comme disait le prophète, c'est-à-dire les indépendances ont été des indépendances factices, mais on voit que c'est un travail parce que dans les rapports humains, comme dit Hobbes, ils sont obésiens, c'est-à-dire l'homme est un loup pour homme. Pour l'homme, oui. Ce qui fait que, en même temps, nous pensons être indépendants. En même temps, ceux qui sont des anciens maîtres aussi mettent des stratégies pour que ça perpétue, pour qu'il n'y ait pas de changement, parce qu'ils vivent de ça, c'est question d'intérêt. Alors, pour revenir au Gabon, moi je vois la dynamique qui se met en place, où le Gabon est en train d'embrasser, n'est-ce pas on va attaquer ce pan plus tard. Restons d'abord dans les indépendances, c'est-à-dire au début, on a eu, vous vous rappelez, on a eu déjà un coup d'État en 64, où on a eu des gens qui se sont levés. C'est-à-dire ce qu'on appelle des gens qui se sont dit, pour embrayer avec les paroles du prophète, que telle ou telle manipulation ne devait plus... Oui, c'est-à-dire là, il y a des gens qui étaient là pour
servir, n'est-ce pas, les causes des étrangers, c'est-à-dire le maître étranger, parce qu'eux-mêmes, ils ont été formatés. Parce que c'est une question c'est une organisation, la colonisation, c'est une organisation. Ces gens-là ne sont pas venus par hasard comme ça, ils ont regardé notre culture, comment nous vivons, et donc ils ont fait tout pour minorer tous les gens qui avaient un peu ce relent de nationalistes et tout. Les Mbombais, c'était des vrais nationalistes, mais qu'on a vraiment, mais alors là, le cas des Emantol qu'on a envoyé en Côte d'Ivoire. Vous voyez, tous ces gens-là ont été démantelés. Mais il n'est resté que des gens qui servaient la cause du maître. Et c'est ce qui explique ce que nous sommes devenus. Prophète Béni Gouambina, on parle tout à l'heure de l'invisibilisation. Tout à l'heure. Moi, comme tout Gabonais, on est passé par les bancs de l'école, on nous a appris une histoire. Mais on a appris à nos dépens que l'histoire est écrite par le vainqueur ou par le plus fort. Eman Tollé, Bombé, Nyanda Makita, ce ne sont pas des gens dont on parle réellement, ou du moins sur lesquels on s'appuie dans nos livres sur le plan académique. Est-ce que ce n'est pas une volonté aussi d'effacer un peu cette lutte? C'est fait à dessein. C'est fait à dessein parce que, regardez, sur le plan académique, l'influence qui a commencé sur le plan politique, l'infantilisation de la classe politique africaine par la France et par d'autres pays européens. Quand on est candidat dans un pays africain, il faut qu'on aille en France pour dire que voilà, je suis candidat. Est-ce que la France est d'accord? Vous voyez, cette infantilisation-là est arrivée jusqu'au programme que nous avons, jusqu'à un passé très récent où ce qui se fait en France doit s'appliquer au Gabon. Si on fait l'homosexualité, on apprend ça aux enfants en France, il faut l'apprendre aussi au Gabon. Il faut apprendre, vous savez... Au nom de la coopération. Même les enfants de France ne connaissent même pas le général de Gaulle. En histoire. Vous allez demander à un jeune Français qui a 15 ans aujourd'hui, ne connaît pas, mais demandez à un jeune Gabonais de 15 ans, il va te dire qu'il connaît de Gaulle. Alors que ça ne nous sert à rien. Mais si vous lui demandez est-ce que vous connaissez Nyanda Makita, il dira qu'il ne connaît pas. Vous connaissez Nyanga, vous ne connaissez pas. Je ne connais pas. Vous connaissez Mbombe Nyanga, je ne connais pas. Vous connaissez Wongo, je ne connais pas. Alors que c'est ça l'histoire même qu'on doit enseigner aux enfants. C'est la même chose également dans l'instruction civique. Jusqu'à un passé récent, quel enfant aujourd'hui qui sait? Il n'y a qu'à regarder les bus Sogatra et autres Transurb. Vous verrez bien qu'un élève est même assis pendant qu'un papa est debout dedans. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a négligé l'enseignement de l'instruction civique au profit, n'est-ce pas, de l'enseignement de l'homosexualité, d'une santé de reproduction qui n'a pas de sens. Mais est-ce qu'on peut... si on dit on a infantilisé les Africains, mais il y a l'aspect culturel, il y a les langues vernaculaires, il y a l'éducation du père au fils. On a l'impression qu'il y a eu comme une coupure, comme une rupture en chemin. Est-ce qu'on peut aussi accuser le blanc pour ça? Est-ce qu'on peut accuser le blanc aussi pour ça? C'est comme si nous-mêmes, les parents décidaient comme ça de pouvoir embrasser une culture qui n'est pas forcément la leur et d'oublier d'où ils venaient. Qu'en pensez-vous, docteur Je dis, la colonisation, c'est une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un objectif. La colonisation est là d'aliéner le colonisé. C'est-à-dire vous êtes devenu étranger à vous-même. Donc, ne vous étonnez pas, nous qui sommes, moi qui suis né au village, je connais le manioc, mais ceux qui sont nés ici, le manioc, ça ne leur dit rien. Parce qu'il faut que nous continuions à consommer blanc pour alimenter l'industrie des pays occidentaux. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose dont il faut parler avec beaucoup de légèreté. C'est une entreprise, c'est une industrie, c'est une force qui est là pour nous aliéner afin que... Donc, moi, je trouve que c'est un peu excusable. Les langues dont vous parlez, vous voyez même dans notre programme scolaire, le prophète l'a mentionné, on ne parle pas, on n'enseigne même pas nos langues. En effet, à part quelques établissements qui essayent... C'est même récent, nous qui sommes nés dans les années... On n'enseigne pas nos langues, vous voyez? Comment vous croyez qu'un peuple va être fier de lui-même? Et c'est d'où j'aimerais qu'on chute vraiment rapidement sur le Black History Month, parce que c'est question de patrimoine, c'est question d'héritage, c'est question d'identité et de culture. Nous n'en avons pas, c'est-à-dire nous sommes à la croisée des chemins où, au petit déjeuner le matin, au lieu de manger un bon plat, je ne sais pas, des trucs de chez nous, mais c'est le nido, le machin, on ne sait même pas. Bon, vous comprenez que... Les cornflakes. Les gens ont été formatés culturellement, même je peux dire spirituellement. Parce que aujourd'hui, nous sommes devenus étrangers à nous-mêmes. Et le maître, lui, il contrôle facilement. D'accord. Et si on peut maintenant aller sur, justement, pour aller en profondeur, pour venir au Gabon, pour être toujours au Gabon, on a eu le 30 août 2023 le coup de la libération, où les Gabonais ont après plus de 50 ans, ils sont considérés oppressés, ils ont eu pour la première fois l'impression qu'il y avait une bouffée d'air frais, quelque chose de nouveau. Et on parle de restauration. Donc restauration, c'est vrai, les institutions, mais aussi restauration peut-être de qui? Des âmes. Des âmes, et des Gabonais, des même spirituels, comme vous disiez. Prophète
Béni Kwambina, est-ce que l'histoire du Gabonais, l'histoire du Gabon, on a parlé d'Yonda Makita, des gens qui ont lutté, et aujourd'hui on a des militaires au pouvoir et qui se battent et qui défendent justement ce qu'ils appellent des valeurs. Est-ce que le lendemain est-ce qu'on peut avoir un espoir pour le lendemain sur tous ces pans-là par rapport à qui nous sommes en tant que Gabonais? Bon, moi, je pense que lorsqu'un acte est posé, il y a de l'espoir. D'accord. Sur le plan spirituel déjà, moi je pense que le 1er février 2023, j'avais annoncé publiquement qu'il devait y avoir une transition au Gabon. D'accord. Je l'ai annoncé publiquement, même si je l'ai annoncé dans des conditions qu'on pouvait comprendre, mais il fallait le faire parce que c'est Dieu qui a parlé. D'accord. Et quand Dieu annonce une transition, c'est pas parce que tout va aller pour le mieux, mais l'évolution, quand on dit évoluer, ça veut dire que c'est un processus qui part d'un point A à un point B, à un point C en passant par B. D'accord. Mais l'évolution est comme un enfant qui tombe avant de bien marcher, il se lève, il tombe d'abord. Il se lève, il tombe. Mais cela n'en demeure pas moins que c'est un enfant qui grandit. Donc c'est comme notre coup de libération, n'est-ce pas, du 30 août 2023. C'est la première chose que les Gabonais doivent retenir de ce coup de la libération, c'est que le Gabonais a récupéré son pays. D'accord. C'est-à-dire nous avons eu ce qu'on appelle la réappropriation de notre citoyenneté, la réappropriation de notre pays. Maintenant, dans cette réappropriation, nous devons nous organiser pour voir maintenant comment les choses vont évoluer. Mais nous savons bien qu'à un moment donné, le Gabon ne nous appartenait plus. Justement. Le Gabon ne nous appartenait plus. À qui appartenait-il? Il appartenait aux forces extérieures. Or, nous voyons que même la liberté d'expression aujourd'hui, elle est plus qu'avant. Les gens pensaient que bon, les militaires seront là, les gens ne vont plus parler. Mais c'est maintenant même que les gens parlent. C'est maintenant que les gens s'expriment. Des débats qui n'existaient pas auparavant. Et il y a quelque chose de très important aussi que nous avons que je vois bien parce que je fais partie de ceux qui ont rédigé la nouvelle constitution. Quelque chose de très important, c'est quoi? C'est également le retour de ce que les Gabonais ont longtemps attendu. Il y en a qui ont perdu des vies pour voir l'alternance dans notre pays. En effet. Et ça, la nouvelle constitution nous l'accorde. Et ce qu'on voit aujourd'hui, les coupures de la SEG, qui est d'ailleurs un simple héritage. Je peux dire simple, pourquoi? Parce que c'est devenu naturel que rien ne va au Gabon depuis 56 ans, qui est un héritage. Mais nous voyons que dans la nouvelle constitution, l'eau et l'électricité sont devenus un droit fondamental. Donc, ce qui signifie que ce n'est plus comme avant. Si un Gabonais n'a pas de compteur d'eau, il peut se plaindre et on peut l'entendre et le lui donner sans qu'il ne force. Alors que la SCG avant pouvait te donner ou pas, n'est-ce pas, selon son bon vouloir, selon son bon vouloir, te donner le compteur ou pas. Or, aujourd'hui, c'est un droit fondamental, l'eau et l'électricité. Donc, c'est pour dire que si les gens... Les aléas que nous traversons maintenant, c'est ce qu'on appelle les maladies infantiles d'une libération. Lorsqu'on est libéré, on traverse un désert. Quand le peuple de Dieu est parti d'Égypte, il a traversé un désert. Le Gabon, la transition est aussi composée d'une partie du désert, mais qui ne signifie pas que nous ne sommes pas en train d'aller vers la terre promise. Dans une interview du président Oligui Nguema récemment, il a dit peut-être qu'ils auraient dû appeler le CTRI le CTRIV. Donc, le comité pour la transition, la restauration des institutions et des valeurs. Parce qu'il disait dans l'interview sur un média africain que les valeurs, c'est la chose sur laquelle il aurait voulu s'appesantir le plus parce qu'il y a des difficultés, il y a la mentalité et il y a encore du mal à pouvoir justement changer ça. Docteur Hakimi, vous pensez que on est dans le mois de la libération des Noirs, c'est le Black History Month, mais le Gabonais, est-ce qu'il est toujours prisonnier dans sa tête par rapport à certaines habitudes qui peuvent nous permettre de pouvoir sortir justement de ce qui nous empêche de pouvoir éclore? Non, moi je peux dire je suis optimiste, le processus est enclenché. L'héritage des 50 années ne va pas partir comme un coup de baguette magique. Comme disait le prophète, c'est un long processus, mais je me réjouis de ce que le train est en marche, quoi. Ça veut dire quoi? Nous allons de manière inexorable vers la restitution, la restauration de nos valeurs culturelles. Parce que, comme je vous le disais, nous étions des aliénés, des gens qui étaient étrangers à eux-mêmes. Parce que le modèle qu'on nous a présenté a fait de nous un modèle qui nous rend étrangers dans notre propre pays. Or, aujourd'hui, Béni l'a mentionné, qu'un jeune garçon dans un bus assis alors que le papa est debout, il faut que les choses s'inversent, que le petit sache donner la place comme nous l'avions appris. Donc,
le processus est enclenché. Je suis optimiste, ça va faire en sorte que... mais ceux qui veulent aller vite, vous voyez, c'est une évolution. 50 ans, on ne peut pas le liquider comme ça. 50 ans du régime d'aliénation, ça ne peut pas être évacué comme ça. Donc donnons le temps au temps et soyons vigilants. Je crois que le train va à bon port. Et ceux qui disent, prophète Béni Gwambina, que le changement aurait pu arriver autrement que par des militaires, qu'est-ce que vous leur dites? Non, ça c'est des illusionnistes qui le disent. Moi je veux revenir sur ce que le docteur Samson a dit là, sur soyons vigilants. Parce qu'il y en a qui veulent montrer que le peuple a une mémoire oublieuse, toujours dans la manipulation que le peuple a subie depuis 56 ans. Vous voyez? Or, là, il est vrai qu'on ne peut pas avoir une société sans problème. Mais est-ce que c'est ce qui enlève le fait que nous sommes libres? Nous sommes réellement libres parce qu'avant, le pays était confisqué. C'est-à-dire, on devait dire qu'on ne peut rien faire d'autre. On sait bien les schémas qu'il y avait. Le 30 août, on sait bien, depuis 1993, le peuple gabonais a toujours voté contre le pouvoir en place. En effet. Mais vous savez que pour garder le pouvoir... Il faut encore le prouver, bien sûr. Pour garder le pouvoir... Il y a en gros 7 à 8 éléments qu'il faut avoir. Et le système en place avait ces éléments-là. La force publique, la justice, la machine électorale, la Cour constitutionnelle, les médias, la communauté internationale et le trésor public. Tout ça dans les mains d'une seule... Voilà. Tout ça dans les mains d'un seul système qui pouvait les manipuler comme il voulait. Donc il a fallu que des gens prennent des risques graves, je dirais gravissimes, pour dire, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, nous serons éliminés. Et c'est pour cela qu'il faut, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu pour ces militaires-là. Parce qu'imaginez qu'ils auraient raté ça. Ils seront en danger eux-mêmes déjà. Ce sont les bandits, les militaires, les voyous, ils ont voulu renverser un système. Parce qu'ils allaient dire bien à la télévision, les Gabonais vivent bien, ils sont en paix. Voilà des voyous qui ont voulu venir troubler le pays. Alors qu'au fond, est-ce qu'on vivait en paix? Est-ce qu'on vivait bien? Est-ce que le Gabonais vivait comme il faut? Est-ce que le Gabonais avait ce qu'il voulait? Quand on sait que même un retraité qui va demander sa retraite, sa pension retraite, il reçoit au lieu de sa pension, il reçoit les bombes lacrymogènes. Vous voyez, c'est un système qui a perduré au point où aujourd'hui, il faut du temps pour évacuer tout cela. Les cas comme la SCG, comme on le disait tantôt, c'est un processus, mais on a bien su dans ce pays-là que c'est le grand Poubara qui devait régler le problème de l'électricité au Gabon. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de l'argent? Il y avait de l'argent, mais où est l'argent? L'argent s'est retrouvé dans les valises, dans des maisons des gens, alors que cet argent-là devait aller être investi pour le barrage de Poubara. C'est là le problème aujourd'hui. Le problème n'est pas qu'on dise, voilà, on préfère même le passé, avant il n'y avait pas. Mais ce sont des amnésiques. Certains parlent du fait... Et vous savez que un billet de 10 000 pour rendre amnésique. Oui, un seul billet. Un seul billet. Docteur Hakimi, on dit souvent que l'homme est l'ennemi de l'homme. Tout à l'heure, vous disiez que l'homme est un loup pour l'homme. On parle de l'aliénation, on parle des Occidentaux qui sont venus et puis qui nous ont un peu fait oublier qui nous étions. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu nous-mêmes, pour le cas du Gabon, le Gabonais? Parce que les 54 ans dont on vient de parler, ce n'était pas un Français qui était au pouvoir ou un Anglais qui était au pouvoir, mais c'était des Gabonais, officiellement des Gabonais. Comment est-ce qu'on peut changer ça dans l'avenir, sachant qu'il n'y aura pas toujours des militaires au pouvoir? Là, on aura bientôt une élection avec que des civils. Et 7 ans plus tard, on aura encore des civils. Est-ce qu'on ne va pas retomber dans les mêmes travers si on ne change pas ces choses-là? Non, mais j'ai parlé tout à l'heure de vigilance, c'est-à-dire le CETRI a fait un travail de libération dont tout le monde est fier. Mais ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement les militaires, c'est tous les Gabonais. Et la vigilance est là, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'aime le terme accountability en anglais, qui se traduit... accountability, ça veut dire vous posez un acte, vous en êtes responsable aussi. Oui. Ça veut dire tout le monde est accountable, vous devez rendre compte. Ils ont présenté un modèle qui nous a permis de sortir du système que nous avions. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire non, les choses sont finies. Je crois que la vigilance doit, au quotidien, nous amener à comprendre ça, on a engrangé, ça, on a engrangé. Donc, moi, je comprends que la tâche n'est pas aisée parce que 50 années de dictature, on ne peut pas évacuer ça comme ça. Il y a des gens qui sont complètement enracinés. Qui sont nés dedans, qui ont grandi là-dedans, qui ont des intérêts. C'est de bonne guerre, je les comprends. Mais
laissons le temps au temps, que le régime qui a pris la destinée du Gabon, n'est-ce pas, essaie un peu avec le soutien, n'est-ce pas, de tout le peuple gabonais. Nous n'avons que le Gabon. Le Gabon, c'est pas un pays de rechange, n'est-ce pas? Donc, je sais que les ingrédients de réussite sont déjà là. C'est vrai, il y a encore des résistants, des pots de résistance, des pots de résilience. Mais avec l'implication de tout le monde, n'est-ce pas, ce pays-là va être reconstruit selon le modèle qui nous plaît tous. Et puisqu'on parle de l'histoire de l'homme noir, la culture africaine, on sait que les armes n'ont pas forcément été le moyen utilisé sous tous les continents, sous tous les cieux. Il y a eu une révolution scientifique aussi, la capacité à pouvoir produire, à pouvoir apporter sa pierre à l'édifice dans l'évolution de la société, l'évolution de la culture. En tant qu'enseignant à l'université, est-ce que vous pensez qu'il faut aussi qu'il y ait une révolution de ce côté-là pour permettre aux Noirs gabonais de pouvoir apporter, pas seulement pour le Gabon, mais pour l'Afrique et pour le monde entier? Est-ce que les ingrédients sont là? Tout à fait d'ingrédients. Est-ce qu'on a les moyens de pouvoir produire cette revue scientifique qui va influencer le monde, de pouvoir créer cette nouvelle technologie ou invention qui pourra, en partant du Gabon, impacter le monde entier? Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, c'est-à-dire l'évolution, c'est quelque chose qui détermine d'abord l'homme dans son environnement. On ne crée pas pour les autres, on crée d'abord soi-même pour satisfaire les besoins existentiels auxquels on est confronté tous les jours. Parce que les systèmes précédents n'encourageaient pas forcément ces choses-là. Justement, c'est parce que c'était un système extraverti, un système qui n'avait pas de compte, comme Béni l'a dit, à rendre compte aux Gabonais, mais à rendre compte qui tenait son allégeance à l'extérieur. C'est pour cela que beaucoup n'arrivent pas à comprendre que les choses ont changé. Quand vous lisez la Constitution, n'importe qui ne peut plus se porter à la magistrature. On a créé ce que j'aimais au lycée, un domaine des définitions, c'est-à-dire un cadre juridique qui nous permet de penser notre vivre ensemble, de penser notre futur. Et c'est à partir de là que le développement va avoir le jour. On ne conçoit pas le développement en l'air comme ça. Il faut un domaine de définition. Qui sommes-nous? Et là encore, il y a la question de la culture, il y a la question de l'identité. L'autodéfinition. Voilà. Prophète Béni Wambina. Oui, il faut comprendre aussi que pour toute évolution, là on parle des rapports avec l'ancien maître qui est la France et les autres, mais nous-mêmes nous sommes les traîtres dans notre système. Parce que lorsqu'on vend par exemple le pétrole, je vous prends un cas simple, lorsque nous vendions le pétrole, la France prend sa part à travers ses entreprises qui ont investi, mais la part qu'on donne aux Gabonais pour se développer va où? Va chez 10 personnes au lieu que ça aille pour tout le Gabon. Plusieurs disent que c'était suffisant pour développer le pays. Voilà, donc vous voyez, même à partir de ça, des gens pouvaient faire quelque chose. Mais on n'a pas... Le pays s'est endetté pour faire quoi? Moi, si on parle de la dette aujourd'hui, la dette, quand on va chercher l'argent aujourd'hui, bon, je prends 30 milliards pour faire les routes et il n'y a pas ces routes-là. Donc la dette du Gabon aujourd'hui, si on fait l'audit, nous autres, nous encourageons le président de la République à faire l'audit parce que... Mais il a dit qu'il ne fait pas de chasse aux sorcières. Oui. Pas de chasse aux sorcières. Non, ce n'est pas la chasse aux sorcières, c'est pour voir ce qui s'est passé. Parce que... Mais qui audit dit responsabilité. Avons-nous une dette de plus de 1000 milliards alors que les investissements qui sont censés être annoncés par cette dette-là ne sont pas vus sur le terrain? Où est allé l'argent? Même si c'est pas... Mais il faut au moins qu'on sache. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais au moins qu'on sache que pour l'avenir, il faut bien qu'on s'endette pour des bonnes raisons. Si on s'est endetté pour faire le pont de Kango, on doit voir combien ça a coûté et ça correspond à la dette qui a été, n'est-ce pas, contractée. Mais si on n'a pas de pont, mais on est seulement endetté, c'est ça la mort du pays. Et c'est ça la dette du Gabon aujourd'hui. Une dette émergente qui n'a pas servi aux Gabonais. Et là, c'est ce lourd héritage-là que le Oligui Nguema vient fonctionner. Et on veut l'attribuer vite à Oligui Nguema. Mais il y a quand même des gens qui connaissent, il y a quand même des gens qui sont là. Même s'il y a encore des gens qui veulent naviguer ou bien nager à compte courant, naviguer à compte courant en essayant d'entretenir les vieilles habitudes. Mais quand même, restons vigilants parce que ce que nous vivons actuellement n'est qu'un héritage, le lourd héritage, malheureux d'ailleurs. D'accord.
pouvoir déchu. Nous sommes arrivés, il ne reste que 2 minutes. On va faire un dernier tour de table. En commençant par vous, docteur Samson Akimé. On est parti des États-Unis, on est arrivé en Europe, on a chuté en Afrique et au Gabon. Qu'est-ce que vous pouvez retenir comme mot de fin par rapport au Black History Month et justement au fait que nous soyons nous-mêmes au Gabon dans une période de libération et de transition? Vraiment, c'est une bonne question parce que le Black History Month, comme je le dis, a une portée universelle. Donc, tous les peuples qui se trouvent en mal par rapport à leur identité, à leur culture, par rapport à leur vécu et ce qu'ils sont, le Black History Month est là pour les amener à se réapproprier. Donc, un Mantolo qu'on a envoyé en Côte d'Ivoire, les Nyondeux, ces gens-là, nous devons être fiers d'eux parce que c'était les véritables... C'est des patrimoines, n'est-ce pas, qui définissent notre identité. Parce qu'on dit le Gabonais, c'est quoi? C'est un faiblard, c'est ceci, cela, c'est quelqu'un qui boit. Non, on a connu des gens, mais les gens qui ont écrit l'histoire ont occulté. Et l'histoire, et le Black History Month est là pour nous rappeler que si nous nous approprions, comme les Noirs américains ont cherché leur passé, qu'est-ce que nos ancêtres ont fait aux États-Unis? Pour les États-Unis. Voilà. Et pour que nous soyons fiers, pour que quand on parle des Noirs américains aux États-Unis, qu'on ne les prenne plus comme des sous-hommes. Donc, le Black History Month vient à fort propos, n'est-ce pas, nous rappeler de valoriser notre passé. D'accord. Prophète Béni Gwambina? Oui, en tant qu'homme d'église également, je pense que le Black History Month est en parallèle avec ce que nous avons vécu dans notre pays. L'église a été persécutée. Le clergé a été persécuté pour avoir dénoncé un certain nombre de choses. Et quand le coup de la libération arrive, nous sommes aussi comme ces Noirs américains-là qui ont vu leur droit de vote validé. Et nous également, avec la liberté que nous avons eue depuis le 30 août, les hommes de Dieu sont considérés, l'Église est considérée. Et là, nous pensons que quand l'Église est traitée ainsi, le pays sera béni. D'accord. Okay. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que vous êtes le prophète Béni Gwambina, homme d'église, mais également professeur agrégé en civilisation du monde anglo-saxon, civilisation et littérature du monde anglo-saxon. Et vous êtes le docteur Samson Akimé, enseignant-chercheur en civilisation américaine à l'Université Omar Bongo. Merci encore pour ces temps avec vous. Merci. Merci. Nous vous remercions aussi, vous, d'être resté connectés à regarder votre chaîne préférée, Gabon 24. À vous retrouver très bientôt. Au revoir.